16 300 €. Réflexion de Maëva, 5 secondes. D'abord, la réponse à la question d'hier, déshabillez-moi, la chanson de Juliette Gréco, bien sûr. Et la question du jour, quel nom donne-t-on à une erreur de composition relevée dans un journal? Une coquille ou une bulle? À vous de jouer, vous avez la réponse, allez-y. 32,45 et il y a 500 € à gagner. 32,45. Rendez-vous demain. Demain, jeudi, le rendez-vous des champions, 18h05. Et la décision de celle qui est devenue championne, Maëva. Ben, j'aurais l'impression de renier une partie de mon éducation si je m'en allais, donc je reste. Voilà, je reste et je me bats. À demain, 18h05 sur la 3. Merci, bonne soirée, à demain. Allez, je vous serre la main. Et il a failli gagner. C'était Question pour un champion sur France 3 avec... Et qui s'appelle Orio Kézak. Toujours dans le sillage de l'explorateur Bougainville, Thalassa vous entraîne dans la douceur des tropiques et la splendeur des îles au parfum de paradis. Vous embarquerez à bord de l'Aranoui, un cargo qui ravitaille les îles Marquises tout au nord de cet immense archipel. Et puis, vous survolerez les Australes, petits confettis méconnus où les légendes sont tenaces. Dans l'archipel des Gambiers, vous irez à la rencontre de ceux qui ont vécu de près la page sombre de l'histoire de la Polynésie, les essais nucléaires. Pour finir, vous explorerez le lagon de Bora Bora et nous parlerons aussi des pirogues, un sport qui a repris toutes ses lettres de noblesse. Escale en Polynésie, c'est vendredi à 20h50 dans Thalassa, sur France 3. Bienvenue dans ce paradis du bout du monde. Retrouvez Thalassa sur France 3 avec Corem, complément retraite mutualiste. Bonsoir. Dans l'actualité de ce mercredi, la crise sans précédent qui secoue le gouvernement Fillon, mise en cause par plusieurs élus UMP, critiqué pour sa responsabilité présumée dans l'adoption d'amendements de l'opposition à la loi sur les OGM. Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État à l'écologie, a répliqué dans les colonnes du Monde en traitant Jean-Louis Borloo, son ministre de tutelle, de lâche. Sandrine Rigaud, Xavier Romain. De l'ordre dans les rangs de la garde républicaine, pas vraiment dans ceux du gouvernement. Mauvaise élève de l'équipe Fillon, Nathalie Kosciusko-Morizet a même été interdite de banc cet après-midi dans l'hémicycle. Ses déclarations au quotidien Le Monde passent très mal. La secrétaire d'État à l'écologie y parle de concours de lâcheté et d'inélégance entre Jean-François Copé et Jean-Louis Borloo. En cause, l'attitude de la majorité pendant le débat sur les OGM. Quand il n'y a pas assez de députés dans l'hémicycle et il y a un défaut de mobilisation des députés sur ce texte, ça s'appelle la responsabilité du président du groupe. Quand il y a certains débats internes qui ne sont pas suffisamment aboutis, ça s'appelle la responsabilité du président du groupe. Un franc-parler qui exaspère les membres de la majorité. On n'est pas obligé d'accepter de se faire traiter de lâche après s'être fait traiter d'imbécile. Ça commence à bien faire. À ce moment-là, les députés de l'UMP savent que François Fillon, qu'ils viennent de rencontrer, va exiger des excuses publiques de la secrétaire d'État. Des excuses qui arrivent quelques minutes plus tard sous forme de communiqué. Officiellement, l'incident est clos. J'ai évidemment bien entendu le message de Nathalie, que j'ai trouvé amical, et dans ce monde de brutes, des petits mots d'amitié, ça touche. Voilà. La page est a priori tournée. La loi sur les OGM a été votée cet après-midi, mais à une très courte majorité. Nathalie Kosciusko-Morizet, elle est toujours punie. Elle a été privée de voyage au Japon avec le Premier ministre. L'avocat général de la cour d'assises du Val d'Oise a requis cet après-midi 3 ans de prison avec sursis contre Lydie Deben, mais cette femme a été acquittée par la cour d'assises. Cette mère de famille avait donné la mort à sa fille handicapée, âgée de 26 ans et d'un âge mental de 5 ans, qui souffrait et dont l'état se dégradait. Le gouvernement souhaite augmenter de 5,5% d'ici la fin du mois d'avril les prix du gaz qui avaient déjà augmenté de 4% en janvier dernier. Pour les 7 millions de foyers qui se chauffent encore au gaz, il
va donc falloir supporter une hausse de près de 10% en moins de 4 mois. La flamme olympique va commencer dans quelques instants son périple à San Francisco. Son passage provoque les mêmes tensions qu'en Europe. Ce matin, des manifestants pro-chinois se sont mobilisés pour dire leur soutien à l'organisation des JO de Pékin, tandis qu'hier déjà, les défenseurs des droits de l'homme et d'un plus grand respect des droits des Tibétains donnaient de la voix. L'information continue dans votre région. Merci Audrey, bonsoir, bienvenue sur France 3 Centre, ça bouge chez vous numéro 3, bienvenue chez les Ligériens. Y a-t-il une identité ligérienne? C'est ce que nous allons évoquer tout à l'heure, juste après les titres du journal de 19h présenté par Anthony Masto. Bonjour Anthony, bonsoir. Bonsoir Denis. Au sommaire du journal de 19h, 3 mois de prison avec sursis et 500 € d'amende. Voilà les réquisitions du procureur de la République à l'encontre de 58 faucheurs volontaires. Ils comparaissaient depuis hier devant le tribunal correctionnel de Chartres pour la destruction d'une parcelle de maïs transgénique. Pour de tels faits, les faucheurs encourront désormais de plus grosses peines. Le délit de fauchage ainsi que toute la loi sur les OGM viennent en effet d'être adoptés par l'Assemblée nationale. Les juges, pour leur part, ont tenté de tenir ces questions politiques à l'écart du tribunal. Contrôlé 2 fois en état d'ébriété dans la même journée, un conducteur a été mis en garde à vue à Amboise. Lors du 2e contrôle, il avait 1,8 g d'alcool dans le sang. Nous verrons que ce cas illustre pour les gendarmes un retour à des comportements à risque sur les routes. Et puis, il y a 30 ans, jour pour jour, le pont Wilson à Tours s'effondrait. Un événement qui a marqué la mémoire des Tourangeaux. Nous avons retrouvé un vidéaste amateur qui a filmé la chute du pont. Ce jour d'avril 1978 est resté gravé dans sa mémoire. Et je crois qu'il est aussi resté gravé dans la vôtre, Denis, parce que vous étiez pas très loin ce jour-là. Ah oui, je suis passé une demi-heure avant. Juste une demi-heure avant, c'était très impressionnant. Et surtout, le souvenir que j'ai, c'était la tête l'après-midi du maire de Tours. À l'époque, j'en voyais. Et on voyait dans sa tête, il disait qui va payer, quoi. Et ça, c'était un grand moment. Il était tout seul face au pont cassé. C'était très impressionnant. Eh bien, nous reviendrons sur tous ces souvenirs tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure, 19h. Alors, je vous le disais, y a-t-il une identité ligérienne? Avait lieu la semaine dernière, un colloque à Orléans. On va recevoir, pour en parler, Brice Fournier de l'association Spéculoos. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiant, vous êtes à l'origine de ce colloque. Et puis aussi une autre invitée qui vient s'installer, qui prend la place d'Anthony, Florence Abriou, qui est maître de stage à l'Université d'Orléans et qui est sociologue. Alors, la question que je vous pose, c'est que vous aviez décidé de faire ce colloque. Vous avez réuni, on va dire, l'ensemble des acteurs ligériens, que ce soit de la culture, du patrimoine, de la politique. Vous aviez essayé de réunir tout le monde pour réfléchir sur cette identité. Ouais, voilà, c'était plus... on est parti d'une observation, comme quoi il y avait quand même beaucoup de projets qui se montaient, une grande volonté de se retourner vers la Loire, de réhabiliter une activité humaine autour de la Loire. Et donc on s'est demandé quelles en étaient les causes, et on a essayé justement de réfléchir à ça durant cette journée. Bon, alors cette Loire, bien entendu, préoccupe tout le monde, et on la suit de près. Il y a quelque temps, une pollution dans l'estuaire de la Loire avait été occasionnée par une raffinerie avec 130 mètres cubes qui se sont déversés dans l'estuaire de la Loire. Une équipe de France 3 Nantes s'était rendue sur place le week-end dernier pour aller voir, juste avant les grandes marées, qui sont en ce moment, qui sont ces jours-ci, les risques qu'encourait bien entendu l'estuaire. Reportage. À Pornichet, la plage a réouvert hier et déjà les premiers vacanciers de la zone B s'approprient les lieux, oubliant presque la pollution récente du littoral. Depuis le début de la semaine, aucune boulette de fioul n'a été détectée ici, mais avec un coefficient de marée de 109 prévu mardi, on s'attend à de nouvelles arrivées. Les grandes marées vont jouer dans l'estuaire, vont sûrement remonter et peut-être décoller un peu la pollution qui se trouve sur des parties qui n'ont pas été touchées jusqu'à présent par la marée. Mais après, ça dépend des courants, ça dépend aussi du sens des vents. Donc on s'attend peut-être à avoir quelques boulettes après les grandes marées. Alors, sur cette plage, des filets très fins ont été installés pour éviter que le fioul ne vienne souiller les rochers. En cas de nouvelle pollution, les équipes de Total seraient immédiatement prévenues. Hier, dans un communiqué, le pétrolier a réaffirmé son intention de payer entièrement la dépollution et a renouvelé ses excuses. Pour les autorités et notamment le conseil régional, cette attitude est positive mais ne suffit pas. Jacques Oxiette a demandé une expertise judiciaire pour qu'un état des lieux soit effectué sur toute la zone polluée. Il faut absolument que dès maintenant, Total se mette en situation de faire des régies d'avance immédiatement pour pouvoir financer les dégâts qu'il a causés. Cette notion de préjudice écologique,
d'atteinte à l'image. On le voit bien en ce moment, c'est le week-end des vacances. Cette réalité-là, eh bien, il faut la mesurer, la quantifier, de telle sorte qu'il n'y ait pas après des batailles d'experts ou des batailles d'assurance, et entre autres des batailles financières, je répète, échaudées une fois mais pas deux. Pas question donc de vivre dans l'estuaire de la Loire un nouvel Erika. Cette fois Total, mais surtout les collectivités, souhaitent que les dégâts de cette pollution soient effacés au plus vite. Alors, les grandes marées, justement, c'est en ce moment. Et puis, je voudrais vous montrer cette image. Il nous est arrivé ce matin. C'est une image d'une boulette. Voilà ce que l'on peut trouver dans l'estuaire de la Loire. Et vous pouvez voir donc cette pièce d'1 euro à côté. Et donc, les filets ont fait effet, mais malheureusement, quelques-unes sont encore passées. Alors, Brice Fournier, est-ce que vous avez évoqué justement tout ce qui peut arriver en tant que pollution par rapport à la Loire, ou au contraire c'est un autre sujet qu'il faudrait traiter différemment quand on parle d'identité ligérienne? Je pense que c'est un sujet à traiter peut-être qui mérite plus de temps de réflexion, plus de temps de parole. On a essayé d'évoquer les risques liés aux crues de la Loire, parce que ça concerne les populations qui vivent sur les bords du fleuve. Et donc, on a surtout mis l'accent sur ce point-là au niveau des risques liés à la Loire. Alors la question après un tel colloque, on a envie de vous poser, vous posiez d'ailleurs, c'était intitulé comme ça, une identité ligérienne, point d'interrogation. Réponse? Une identité ligérienne forte comme on pourrait avoir une identité bretonne, une identité corse, je ne pense pas. Mais ce qui est ressorti de la journée, c'est qu'il y a une vraie volonté de créer quelque chose autour de la Loire, et une réelle passion, que ce soit des élus, des associations, autour de ce fleuve. Et c'est sûrement là que l'identité se formera. Ben là, on voit dans le reportage la défense des élus locaux, des associations, tout le monde y participe. Mais on a l'impression quand même, et je voudrais savoir si dans ce colloque ça s'est passé, vous me dites oui, il y a une envie, il y a une émotion, on a envie de le faire, parce que la Loire, c'est ce fleuve magique, ce fleuve royal, mais qu'on en parle, et puis que finalement, dans le concret, ça stagne un petit peu. Surtout, ce qu'on a vu, c'était le monde associatif qui se bouge le plus. Mais les élus ne sont pas en reste, ils ont quand même beaucoup de projets. Après, il y a une certaine inertie liée au côté institutionnel des structures. Mais il y a une vraie volonté, et je pense qu'à l'avenir, ça se débloquera. Le monde associatif manque un petit peu de financement. Florence Abriou, vous êtes maître de stage à l'Université d'Orléans, sociologue. Maître de conférence, pardon, à l'Université d'Orléans, sociologue. On serait tenté de vous demander la même question. Oui, genre, je connais un peu votre réponse, mais oui ou non, identité ligérienne? Oui, j'en suis désolée par avance, mais pour moi, ce n'est pas oui ou non, c'est oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui vont clairement dans le sens d'une émergence d'identité ligérienne, et puis des éléments qui montrent que, comme Brice vient de l'indiquer, on ne peut pas aller jusqu'à une véritable identité si on prenait le terme au sens strict. Donc les éléments, je dirais, qui font converger vers une identité ligérienne, c'est qu'on en parle, c'est que on en discute, on organise des colloques, des journées. C'est un thème qui devient un peu à la mode, qui est utilisé, qui est repris. Et à partir du moment où l'on en parle, cela contribue à identifier justement un embryon d'identité, puisque l'identité, c'est une construction finalement. Là, on est dans un embryon d'identité, il n'y a pas encore de... Alors, un embryon qui se dessine à travers des actions, toujours, et porté par des acteurs. Alors, comme le disait Brice, ce sont des associations, mais aussi des individus, des habitants qui pratiquent le fleuve Loire, qui sont passionnés, qui ont une espèce d'amour pour celui-ci. Donc, je dirais, c'est là où je mets peut-être une limite dans le terme d'identité, enfin, l'une des limites en tout cas, que j'ai envie de souligner maintenant, c'est que pour moi, il s'agit plus d'appropriation, de passion fleuve, qui se décline au niveau personnel. C'est-à-dire que vous voyez beaucoup de promeneurs dominicaux, des personnes qui vont se promener sur les bords de Loire, des pêcheurs, des amoureux, des tous et gabards qui en produisent encore actuellement. Donc qui la vivent. Des groupes de chanteurs qui racontent la Loire. Exactement. Mais on n'en est pas à la recherche de la langue, par exemple. Il n'y a pas... Mais alors là, après, vous touchez là du doigt un autre problème qui est celui de l'identité ligérienne. Donc on s'attaque cette fois au deuxième morceau, à la deuxième montagne, le terme ligérien. D'où à où commence cette identité? Si on prend la totalité du fleuve, il n'y a pas de raison de découper des morceaux particuliers. Eh bien, on voit bien qu'il s'agit de diversité. De diversité d'identité. Donc je dirais qu'il y a plutôt des identités ligériennes et des appropriations du fleuve. Merci. Question à tous les deux. Vous vous sentez ligérien, Brice?
Je me sens ligérien, peut-être pas, mais orléanais et tourné autour de la Loire. Autour de la Loire. Et vous? Et moi, oui, parfaitement, puisque je suis née à Tours, j'ai habité des années à Tours et j'enseigne et j'habite maintenant à Orléans. Ligérienne. Merci en tout cas à vous deux d'être venus nous parler de cette identité. On en reparlera certainement une autre fois. Je vous rappelle qu'à propos de Loire, d'ailleurs, vendredi, la chronique de Loire sera consacrée à Marie-France Comte, auteure d'un roman, un très beau roman historique, La Belle Confiance, sur la fin du transport maritime en Loire. N'oubliez pas, à 19h, tout à l'heure, dans le journal présenté par Anthony Masto, eh bien, le dossier spécial sur le procès OGM de Chartres. Et puis, dans quelques instants, les éditions locales, Touraine, Berry, Loiret. Bonne soirée, à demain! L'Arboretum national des Barres peut à nouveau respirer. La menace et les rumeurs de sa fermeture au public qui ont plané toute l'année dernière sont désormais dissipées. La mobilisation de l'association qui gère l'accueil du public et les missions pédagogiques aura porté ses fruits. Nous sommes dans une dynamique tout à fait positive et constructive grâce en fait à l'annonce qui a été faite en tout début d'année comme quoi l'ONF allait vraiment reprendre la gestion de ce lieu unique. Donc pour nous, c'est une grande satisfaction parce qu'en face de nous, nous avons des gens qui sont ouverts, attentifs à nos attentes, attentifs aussi à l'idée de faire, d'assurer la transmission du savoir-faire que nous avons pu développer ici depuis de longues années. Après le désengagement de l'ANGREF, l'organisme d'État qui assurait jusqu'à présent la mission scientifique et conservatoire, l'État a confié la gestion de l'ensemble de l'Arboretum à l'Office national des forêts. La transition est en cours, la greffe prendra effet officiellement le 1er janvier 2009. La principale modification, c'est l'unicité de gestion, c'est-à-dire que l'Office mettra en place une équipe unique en fait, pour gérer l'ensemble de l'Arboretum et de ses différentes composantes, que sont l'accueil du public, l'entretien des collections et l'activité de pépinière. On est sur un site sur lequel on a déjà une activité de qualité qui est reconnue. Donc l'objectif de l'Office est bien de reprendre les activités qui sont actuellement développées, éventuellement de les améliorer, d'apporter éventuellement des idées un peu innovantes, l'objectif étant quand même de développer l'accueil du public. Les futurs gestionnaires espèrent doubler la fréquentation et atteindre rapidement la barre des 30 000 visiteurs annuels. Quant à la dizaine de salariés de l'Arboretum, ils pourront continuer l'aventure avec l'ONF. La polyclinique des Longues Allées de Saint-Jean-de-Bray se remet doucement de l'incendie qu'elle a subi le 28 mars dernier. Depuis ce matin, les consultations, l'IRM et le laboratoire d'analyse médicale fonctionnent à nouveau normalement. La commission de sécurité et l'agence régionale d'hospitalisation doivent décider lundi de la réouverture de la maternité qui pourrait intervenir mardi. Pour les services de chirurgie, il faudra patienter encore au moins 1 à 2 semaines. 6% des CM1, CM2 du Loiret passent leurs vacances à l'école. Et c'est une première. Ils suivent en fait un stage de remise à niveau chaque matin pendant 3 heures avec un professeur des écoles. Les maîtresses ont indiqué pour chaque enfant les domaines à travailler en français et en mathématiques. Alors on a fait une dictée, mais qui servait de base à l'étude des phrases, les groupes nominaux et l'accord du sujet-verbe. Et là en mathématiques, ils ont des énoncés de problèmes et ils doivent inventer les questions. En cours, il y a 6 élèves maximum pour permettre un suivi individualisé de chacun. Pour le ministère de l'Éducation nationale, c'est le moyen de lutter contre l'échec scolaire. Il y a une organisation qui est le service public qui fait face à une demande que les parents expriment parfois en payant des cours particuliers. Et je pense que là, il y a une réponse de gratuité qui paraît tout à fait adaptée. Gratuit pour les enfants, mais payé en heures supplémentaires pour les enseignants. 360 € net les 15 heures hebdomadaires défiscalisées. Avec cet argument financier, les enseignants sont ainsi volontaires. Une expérience critiquée par les syndicats, mais qui devrait être reconduite la première et la dernière semaine des grandes vacances. La marche nordique, c'est bon pour la santé. Une activité physique complète et accessible à tous. Un rêve pour ceux qui veulent reprendre le sport en douceur. En Finlande et en Allemagne, la marche nordique dépasse de loin le jogging et il y a 6 millions de pratiquants en Europe. Alors pourquoi pas vous ? Damien Gouveia, le coach athlète santé du Loiret, vous propose d'essayer samedi 19 avril au lac Bel-Air de Saint-Privé-Saint-Mémin. Vous rêvez de devenir une star ou vous avez simplement envie de partager quelques notes de musique comme ça juste pour le plaisir de fêter l'été? Alors dépêchez-vous, amateurs ou professionnels, il vous reste jusqu'à vendredi pour envoyer une maquette accompagnée d'une lettre de présentation à la mairie d'Orléans pour participer à la 27e édition de la fête de la musique. Vous pourrez alors être inscrit sur la programmation officielle
À noter cette année qu'un espace sera dédié à l'acoustique. Souvenez-vous, ces grands yeux, vous les avez peut-être déjà vus. Sur la façade du musée des Beaux-Arts, l'auteur, c'est Pierre Zenzuki. Depuis une semaine, au cabinet à dessin, il dévoile une autre facette de son travail. Plus intimiste, elle prend la forme de livres. On change alors d'œuvre comme on tourne une page. Une peinture, on l'encadre et là, c'est vraiment en toute liberté. Il n'y a pas un encadrement, c'est un envol entre les deux, quoi. Et donc, quand il y a envol, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de cage, quoi. Une liberté que l'on retrouve dans l'autonomie des pages, reliée toutefois par le livre et une thématique. Ici, la peinture et la sculpture se mêlent à la poésie. Loin des alexandrins, les vers décomplexés permettent à l'artiste de jouer, au sens propre comme au figuré, sur le langage artistique. C'est pas une illustration, c'est vraiment un jeu entre le mot et la forme, et le dessin et la couleur. Les mots ont une couleur en soi et la couleur a aussi une terminologie en soi, donc c'est une association et un jeu. À l'aide d'une pointe sèche, d'une mine de plomb ou encore d'étain, Pierre Zenzuki dose et cherche l'équilibre des genres. C'est une question d'harmonie et de rapport, les vides, les pleins, la typographie a ses blancs, a ses espaces, la peinture aussi, et on associe tout ça pour en faire une œuvre en soi. Un travail minutieux et de longue haleine qui a fini par payer. En 1994, cette œuvre, Le Papillon a blanchi d'avoir si peu volé, a reçu le prestigieux premier Grand Prix de l'Académie des Beaux-Arts. France 3, avec Télém Assurance, vous présente la météo. Bonsoir à tous, le ciel est resté gris aujourd'hui mercredi avec des pluies faibles à modérées de la Beauce à la Puisaye qui ont cessé un petit peu cet après-midi. Demain jeudi, la couverture nuageuse restera importante avec encore quelques faibles pluies en début de journée. Ensuite, le ciel deviendra légèrement plus lumineux au nord de la Loire, mais l'amélioration sera timide. Les températures minimales seront encore frisquettes avec seulement plus 1, plus 3 degrés à l'aube. Les maximales guère élevées également avec seulement 10 à 11 degrés. Très très belle soirée à tous. France 3, avec Télém Assurance, vous a présenté la météo. Les recettes sont mises en scène puis photographiées à peine sorties du four. Elles seront publiées au terme de 2 longues années de travail. Ils participent à l'écriture puisqu'il y a 20 recettes de cuisine mais qui sont tirées de 20 romans. Et donc ils ont eux-mêmes résumé le livre. Ils ont travaillé sur les biographies de Simenon, ils ont travaillé sur les biographies de Maigret. Et puis ils font du français aussi pour toute la promotion du livre tout autour. Ma saucière bien-aimée consacrée à Monsieur et Madame Maigret paraîtra début 2009, un projet mené de concert avec l'École des métiers du livre qui a réalisé la couverture du futur ouvrage. Le 19-20 continue dans un instant sur France 3. Le camembert de la semaine dernière, il va être costaud. Alors sachez, jeune fille, que grâce à son emballage micro-aéré, le camembert cloche saveur président garde tout son bon goût et son moelleux des premiers jours. Camembert cloche saveur président. Bien manger, c'est le début du bonheur. Patex présente Power Tape, l'adhésif extra fort qui répare, fixe et maintient n'importe quoi, voire n'importe qui. Power Tape, ceux qui ne l'ont pas, tant pis. Et jusqu'au 31 juillet, Power Tape vous offre 2 voyages en Afrique pour le prix d'un. 100% des packs sont gagnants. Véronica, tu as l'air de plus en plus jeune, comment tu fais? Caviar, tous les jours. Caviar. Innovation anti-âge de Diadermine. Edgexelium au complexe caviar protéines. Il active le renouvellement cellulaire pour une peau visiblement plus jeune. Actuellement, partout dans la presse, nouveau Edgexelium de Diadermine. Parce qu'on n'a qu'une seule peau. Et pour repulper les rides les plus marquées, nouveau Edgexelium Resculpteur anti-rides. Pour votre annonce immobilière, de particulier à particulier, ça marche. P-A-P. Parfois vous vous sentez ballonnée, lourde,
Alors dégustez chaque matin un bol de céréales All Bran fruits and fibres. Grâce à la richesse naturelle en fibres d'All Bran, 10 petits jours suffisent pour ressentir un bien-être intérieur. Avec mes céréales All Bran fruits and fibres, je me sens bien pour profiter pleinement de ma journée. All Bran, mon geste bien-être intérieur. Votre annonce immobilière, de particulier à particulier. Ça marche. P-A-P. Parfois vous vous sentez ballonné, lourde. Alors dégustez chaque matin un bol de céréales All Bran fruits and fibres. Grâce à la richesse naturelle en fibres d'All Bran, 10 petits jours suffisent pour ressentir un bien-être intérieur. Avec mes céréales All Bran fruits and fibres, je me sens bien pour profiter pleinement de ma journée. All Bran, mon geste bien-être intérieur. Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour ce 19-20 en région Centre. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. 3 mois de prison avec sursis et 500 € d'amende. Voilà les réquisitions du procureur de la République à l'encontre de 58 faucheurs volontaires. Ils comparaissaient depuis hier devant le tribunal correctionnel de Chartres pour la destruction d'une parcelle de maïs transgénique. Pour de tels faits, les faucheurs encourront désormais de plus grosses peines. Le délit de fauchage ainsi que toute la loi sur les OGM viennent en effet d'être adoptés par l'Assemblée nationale. Les juges, pour leur part, ont tenté de tenir ces questions politiques à l'écart du tribunal. Contrôlé 2 fois en état d'ébriété dans la même journée, un conducteur a été mis en garde à vue à Amboise. Lors du 2e contrôle, il avait 1,8 g d'alcool dans le sang. Nous verrons que ce cas illustre pour les gendarmes un retour à des comportements à risque sur les routes. Et puis, il y a 30 ans, jour pour jour, le pont Wilson à Tours s'effondrait. Un événement qui a marqué la mémoire des Tourangeaux. Nous avons retrouvé un vidéaste amateur qui a filmé la chute du pont. Ce jour d'avril 1978 est resté gravé dans sa mémoire. Second et dernier jour donc du procès des faucheurs d'OGM, ils étaient 58 à comparaître devant le tribunal correctionnel de Chartres. En août dernier, ils avaient détruit une parcelle de maïs transgénique à Poinville, en Eure-et-Loire. Le procureur a requis des peines loin de celles proposées par le projet de loi qui vient d'être adopté à l'Assemblée nationale. Xavier Nézet, Yves Leblois. Le procureur l'a rappelé au début de son réquisitoire, un tribunal n'est pas une tribune politique, ni un colloque scientifique. José Bové, arrivé à Chartres ce mercredi, a donc installé sa tribune sur les marches du palais de justice, en revenant d'abord sur l'événement politique du moment, la création du délit de fauchage, puni de 2 ans de prison et 75 000 € d'amende. Avec ce nouveau délit, on fait un empilement juridique complètement aberrant, mais qui a uniquement pour but de dire, voilà, on punit les faucheurs. C'est une espèce de façon de dire, vous nous avez imposé le moratoire sur le Monsanto 809.